Bienvenue à tous, bienvenue à toute la session ordinaire de mars au Parlement, soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Quelles sont les priorités? Le sujet nous intéresse. Cette thématique sont liées à d'autres sujets d'actualité, donc des sujets connexes. Mais la grande nouvelle qui vient de tomber, elle a été prise, la décision a été prise hier. Le département d'État des États-Unis a annoncé que Washington impose des sanctions contre le trafic illicite de l'or en République démocratique du Congo. L'or qui vient de la RDC, des sanctions sont prises contre une multinationale avec tous ces réseaux. On pourra peut-être en dire un petit mot en introduction lorsque l'information sera donnée. En résumé, Fumoto Tobasanga, il s'agit de l'Union sacrée. Votre parti lui-même, Idéal et Patriote, vous avez abandonné la troisième voie. Un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique qui dispose que le Congo a un problème d'homme, de quitter l'organisation, c'est jusqu'à la mort et à ma résurrection. Donc vous êtes aussi Je suis président national à la tête d'une histoire comme Bundudia Congo. Non. Un courant de pensée n'est pas une religion. C'est différent. La spiritualité et la religiosité, c'est deux choses. Voilà. La troisième va être un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Merci. Et puis, son parti politique Idéal Patriote, parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée par les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Oui, hier, la troisième voie était membre du FCC. Ben c'est comme ça, parce que c'était une plateforme politique et surtout électorale, et qui était en alliance politique avec l'OCAS, et l'alliance est tombée, j'ai préféré rester avec le chef de l'État. D'accord. Nicolas Lenga, en vol, vous avez gravi les échelons jusqu'à quel niveau? Bonjour et merci pour l'invitation. Je me rends compte que ça fait quand même un certain temps que je ne suis plus venu sur ce beau plateau. Ceci me fait plaisir de revenir, surtout dans le cadre de Ça fait débat. Oui, depuis le 22... Secrétaire national. Secrétaire général adjoint plutôt. Depuis le 22 février de cette année, il a plu au président national, notre leader, le président Délice Sanga, de me nommer secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et de l'organisation. Félicitations. Merci. Une tâche très dure à l'approche des élections. Alors que beaucoup de partis connaissent des adhésions, mais on ne le sent pas quand même à l'envol. Bon, peut-être qu'il va bientôt prendre son l'envol. Est-ce une question? J'y répondrai. Passimba Mbayo, la colline du progrès de l'UDPS, bon retour à Kinshasa. Merci. Et voilà. Et l'unique femme autour de cette table, elle devait être à deux, mais l'autre donc a un souci. Elle est éprouvée, elle doit enterrer l'abbé Nkwassa, très connu dans le Grand Kassai. L'abbé Nkwassa n'est plus de ce monde. Maman Véronique Tchala est en train d'enterrer l'abbé Nkwassa. Arlette Odia, bienvenue. Vous restez société civile avec moi penchant côté FCC. Non, nous avons toujours été une société civile politique. J'ai toujours voulu le dire qu'on s'est dressé contre les sentiers bâtis. Pas en train de faire la politique, mais en train de faire de l'analyse politique. Société civile pro-FCC. Pro le peuple. Ah, pro le peuple. Oui. Merci. Alors, la nouvelle, c'est celle que je venais d'annoncer. Les États-Unis imposent des sanctions contre le trafic illicite de l'or en République démocratique du Congo. L'or qui est ici, c'est dans le cadre de la lutte contre les financements du terrorisme ici. La RDC et les États-Unis ont pris un engagement pour se lancer dans ce combat. Et c'est la société Guts qui est donc frappée avec tous ces réseaux. On pourra peut-être revenir. Fomoto, un mot, une opération de séduction de Washington à l'heure de la grande, comment on appelle, de la grande mutation sur le continent, géopolitique, géostratégie, également les nouvelles forces en présence. Une opération de séduction. Bon, vous savez, le sous-secrétaire d'État au Trésor est en séjour à Kinshasa. Après l'évolution
de la société internationale, nous avons fini par affronter la communauté internationale. Ça veut dire qu'autrement, les États n'étaient liés que par les ennemis et les intérêts. Et lorsque les intérêts divergeaient, les États s'entretuaient. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de la notion de droit international humanitaire et avec l'émergence du concept d'intérêt commun et ennemi commun, le monde devient un village. Et donc, mon pays est en bonne odeur avec les États-Unis par le leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons que soutenir tous ceux qui combattent les antivaleurs. Je sais que le Congolais est citoyen du Congo, il est aussi citoyen de l'Afrique et du monde entier. Non seulement que nous devons tout faire pour avoir la conscience nationale, mais surtout, nous devons avoir la conscience continentale et internationale. Sur ce sujet d'actualité, Nicolas Lenga, les États-Unis soulignent leur engagement justement à perturber les commerces illégaux des minerais. Peut-on lire dans ce communiqué du département d'État en RDC qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. Une décision quand même importante. Hein. Oui, nous ne pouvons que saluer. Vous savez d'abord que tout ce qui est illégal fait partie des antivaleurs et que tout humain épris du bon sens devrait combattre. Et le fait pour les États-Unis de prendre une telle décision vient conforter le combat non seulement de l'envol, mais de tout Congolais qui veut vivre de ses richesses et pouvoir faire développer le pays avec. Et vous savez que le vrai problème de l'Est, ce sont nos minéraux. Et s'il y a l'insécurité dans ce coin de la République, c'est principalement à cause de nos minéraux. Et le fait de pouvoir déjà mener des actions dans le sens des sanctions, ceci dissuaderait beaucoup qui veulent tenter et continuer cette aventure de s'aimer la désolation à l'Est pour extraire de façon frauduleuse et illégale nos minéraux. Donc nous ne pouvons que saluer cette décision. Arlette Odia, Alain Goetz et ces réseaux, un réseau qui s'étend sur l'Ouganda, les Émirats Arabes Unis et la Belgique, sont frappés par des sanctions prises par le département d'État. Alors, une bonne décision, est-ce qu'elle n'est pas tardive là ? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le monde constitue un village planétaire. On ne peut pas dire que les trafics illicites peuvent se faire en RDC sans que cela n'ait de l'impact négatif sur l'ensemble de la planète. Ce n'est que normal que ces sanctions-là arrivent. Mais par rapport à cet état de choses, les Congolais se poseront des questions pour dire mais comment, après 3 ans de l'arrivée d'un nouveau leadership au sommet d'État en RDC, ce secteur n'est toujours pas assaini et que les sanctions tombent et surtout qu'elles viennent d'ailleurs, les dispositions qui sont prises de manière locale par les autorités locales pour que les minéraux soient gérés en bon escient et en faveur des populations et congolaises et du monde, c'est ça qui doit interpeller aussi notre classe politique, surtout la classe politique dirigeante. Et voilà. Bon, dans ces réseaux, il y a aussi des Congolais qui sont en train de construire, faire les affaires, mais Alain Goetz et son réseau qui est transnational, Mbayo Passi, là, comment avez-vous trouvé cette décision? Bien, d'abord il faut préciser un élément que cette décision est comme une loi additive ou des mesures d'application subséquentes qui se sont ajoutées à la loi que l'on a appelée le processus de Kimberley. Le problème, c'est que nous sommes à l'ère de la diplomatie sceptique et repensée avec Fachi. Un peu pour rejoindre Fumontoto, il aurait fallu un Félix Tshisekedi pour que l'on comprenne que la guerre qui se trouve à l'Est a plusieurs solutions. Il y a la solution militaire sur terrain, il y a la solution diplomatique et la solution effectivement géostratégique qui appelle à ce que les puissances comprennent que nous avons fermé l'œil hier sur le trafic des minéraux de la RDC, alors que la loi sur le processus de Kimberley date du régime de George Bush fils. Et donc, en ce jour, lorsqu'il constate que Fachi est d'une diplomatie de la Renaissance, une diplomatie qui veut redorer le blason terni de la RDC, remettant le pays sur l'orbite et enfin de retrouver notre
leadership de l'État gendarme dans la région ou la sous-région des Grands Lacs et la région d'Afrique, pourquoi pas. Voilà, toutes les puissances décident effectivement de nous apporter auxiliarité. Mais ce défilé de gens envoyés par Washington n'est pas quand même anodin. Madame Holman était ici. Après Holman, c'était une autre personnalité. Olas qui était encore là. Aujourd'hui, c'est le sous-secrétaire d'État, donc le sous-secrétaire donc au Trésor. Je dis, c'est un défilé qui n'est pas anodin si, quand même. Mais, pendant que de l'autre côté, Poutine est en train d'imposer sa nouvelle loi. Si, je dis que je ne veux pas entrer dans cette parenthèse du conflit russo-ukrainien, mais je dis que le défilé, vous allez vous en fatiguer. On revient un peu comme à l'époque où les grandes puissances faisaient la ronde de Kinshasa sous le règne du maréchal. On est comme qui dirait revenu. C'est ainsi que j'ai dit, vous avez parlé de la société civile tout à l'heure, mais j'ai dit, mais je regrette. La société civile dans notre pays, le pluriel, il y a la société civile pro-Fachi, là vous êtes anti-Fachi, etc. Non, je suis une rétorque. Vous êtes dans une digression. C'est une rétorque, c'est pas la rétorque. Puisqu'il a dit que cette responsabilité de nos minéraux engage ou interpelle la classe politique dirigeante. Mais cette guerre de l'Est date de quand? Ne date pas de Fachi. Fachi n'a que 3 ans. J'ai dit qu'aujourd'hui, sous Fachi, avec toute cette diplomatie payante, vous vous êtes rendu compte que même les États voisins sont incapables de l'admettre aujourd'hui. Je vous ai dit autrefois que l'on enregistre 44% de chute économique au Rwanda. Je te signale que les aérodromes par à travers lesquels passaient nos minéraux sont maîtrisés avec l'aide de qui? Notre force armée, et puis avec l'auxiliarité des drones et autres que toutes ces puissances nous ont donné. Notre problème, c'est que autant que nous pouvons faire en diplomatie, merci, autant que nous puissions nous retrouver. Voilà pourquoi je ne voulais pas voir Félix Tshisekedi rentrer dans un cercueil comme l'ont souhaité beaucoup de Tshisekedi-phobes, puisque quand l'opposition manque de la matière à traiter, on voit le cœur ouvert, on voit Fachi mourir. Finalement, le voici rentré au pays avec une Minerve. Encore une fois, on dit, donc c'était la foutaise totale. Voilà. Merci d'avoir tout dit dans cette digression. Session de mars au Parlement, surtout à l'Assemblée nationale, les priorités. Fumutoto, il y a là les réformes électorales, il y a là le contrôle parlementaire. On apprend qu'on veut créer des soucis à Kalumba de l'économie nationale. Et puis, on sent qu'on a affaire à des élus en train de préparer déjà 2023, de gens un peu sceptiques entre la recherche des moyens et l'instabilité politique, voilà, ou la fidélité. Beaucoup attendaient d'avoir des postes dans les entreprises publiques. Ça traîne à venir. Il y a des intérimaires qui risquent d'être ou de devenir des AZ au lieu de AI. Et puis, il y a également cette affaire de l'insécurité dans l'Est avec un état de siège qui peine à donner des résultats. Fumutoto, qu'est-ce qu'on peut attendre comme priorité? Merci beaucoup. J'informe en passant, avant de rencontrer votre question, que les agents de la santé, la fonction publique et surtout les enseignants de l'Omela, du Katako et des Kole ne sont pas encore payés il y a 3 mois depuis le mois. Vous êtes dans la digression. Je voulais demander aux autorités d'y prêter attention, soutenir, parce que c'est notre bilan qu'il faut défendre, et surtout dans le secteur de l'enseignement où nous avons, par le président Tshisekedi, innové, et nous voulons soutenir encore davantage, non seulement la gratuité de l'enseignement, mais surtout, merci, et encore plus, la qualité de l'enseignement. Et donc, je plaide pour que ces enseignants-là soient aussitôt payés parce que nous avons les moyens. Deuxième élément, il y a des mandataires AI qui disent, vous savez, le président de la République a une méthodologie. Et cette méthodologie est en train de prouver sa sagesse. On ne fait jamais la table rase lorsqu'on arrive et on succède au pouvoir, ou on arrive au pouvoir pendant que les régimes passés ne vous ont pas garanti les principes de la continuité de l'État. Et surtout qu'il n'est pas venu faire le règlement des comptes, sinon il aurait précipité à chambarder au niveau
des entreprises publiques. Ça fait 3 ans que le président Tshisekedi travaille avec les administrateurs des territoires, les ADT, les ADG, les PDG, laissés par l'ancien régime. Parce qu'il avait dit que ce qui les préoccupait, lui, c'est d'abord le Congo, les Congolais et surtout ceux qui aiment travailler pour le pays. Quand est-ce que ça va venir? Nous pensons que nous cherchons les postes pour résoudre le problème du pays. Et lorsqu'ils viennent, ils doivent entrer dans ce sens-là. Mieux vaut tard que jamais, ça va changer. Et surtout, qu'on échange que l'équipe qui perd. Et alors, ça tarde, est-ce que les députés qui ça pensaient... ne peut pas davantage démontrer encore la fragilité d'une majorité, entre guillemets, au Parlement, une majorité qui risque de connaître, d'être noyée? Je voudrais saluer ici la sagesse du chef de l'État, la sagesse du président de l'Assemblée nationale et la sagesse de tous les membres de l'Union sacrée. Nous sommes à l'Union sacrée plus d'1 année à l'Union sacrée. Tous nous n'avons pas eu de poste, mais il y a combien de départs de l'Union sacrée? Nous attendons plutôt le départ de ceux qui gèrent déjà. Moi, je pense que cette théorie de l'Union sacrée que le chef a innové, a payé. Non, l'Assemblée nationale se porte bien parce que le président Mbosso est à la hauteur de sa tâche. Et notre groupe est compacté malgré certains députés qui disent oh, Mbosso a détourné 60 millions de dollars. Mais avant de dire qu'il a détourné autant, il faut d'abord connaître la dotation de l'Assemblée nationale, c'est combien? Combien de députés sont en retard de salaire? Et qui est ce député qui voulait aller en vacances, qui n'a pas eu son argent? Moi, je crois que le président Mbosso prouve ses capacités de politologue et surtout des sages de la République et que là, il n'y a pas de souci. Nicolas Lenga. Mais je termine les priorités. S'il vous plaît, le timing. Nicolas Lenga, dites-nous, comment voyez-vous, vous qui plaidez pour les vraies réformes électorales, comment voyez-vous cette session de mars au Parlement? J'aimerais ici d'abord exprimer un petit regret de voir que la question est essentielle, elle est même cruciale, mais jusqu'ici ce que j'ai entendu, c'est un peu à censer les différents dirigeants des bords politiques. Non, parlons Congo, parlons essentiel, parlons la survie de la nation. La question est posée de savoir quelles sont les priorités de cette session parlementaire du mois de mars. Nous disons, la première de priorité, c'est la loi électorale. Évidemment, c'est les élections. Mais il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour une loi électorale. Et à cet effet, vous savez que le G13 avait confectionné un bon projet qui a été déposé depuis quelque temps au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce projet du G13, ce projet de loi électorale qui doit être non seulement analysé, débattu, mais aussi voté en vue d'être promulgué. Et nous ne voulons pas, et nous espérons que les députés qui nous suivent en ce moment, qui suivent l'appel de l'envol, comprendront que cette fois-ci, il ne faudrait pas bidouiller cette loi électorale du G13, comme ça a été le cas avec la loi sur la CENI, pour finalement produire une réformette plutôt qu'une vraie réforme qui peut donner des solutions à la question électorale. Et donc, nous militons pour donc la loi organique de la CENI a donc connu une réformette et non pas une vraie réforme. Bien sûr, Fabien, vous êtes au Congo ici, vous êtes journaliste, vous investiguez. Vous savez qu'à la base, c'était une réforme attendue, une réforme proposée, des vraies questions pertinentes autour de cette loi sur la CENI, mais au finish, ça a été une réformette qui n'a donné aucune solution aux attentes de nos populations. Bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, nous parlons loi électorale. Le G13 a proposé une loi électorale qui, à notre sens, est la meilleure proposition. Il faudrait que les uns et les autres prennent la mesure de la responsabilité historique pour que nous puissions débattre autour de cette loi, la voter pour qu'elle soit promulguée. Et donc, pour garantir des élections, pas parfaites, mais des élections beaucoup mieux qu'en 2018, 2011 et 2006. Et voilà, à votre humble avis, quelles sont les priorités des priorités? Réforme électorale, et après, c'est quoi? Parce qu'on a l'Est du pays qui est encore dans l'état d'instabilité, d'insécurité,
il y a le contrôle parlementaire. Je pense que les différentes motions ne seront pas des motions alimentaires pour pouvoir préparer 2023. Ceci n'est pas incompatible à cela. Qu'est-ce que vous conseillez? Ceci n'est pas incompatible à cela. Le contrôle parlementaire est un exercice parlementaire ordinaire qui peut continuer parallèlement à la question électorale qui, pour nous, est une question primordiale. C'est ça la priorité de priorité. Nous sommes à la veille des élections. Nous voulons que la population sache et nous mettons en garde justement cette classe politique dirigeante pour savoir que 2023 est une année électorale et on ne va pas transiger à cela. Il est temps de se pencher sur la loi électorale, la discuter parce qu'il y a eu une proposition qui manifestement est impeccable, l'analyser, l'examiner, débattre autour de cela et lever une option claire afin d'aller effectivement dans l'essence de l'organisation des élections en 2023. 2 tours ou bien un seul tour? Bien évidemment. Vous savez qu'au-delà de la loi électorale, nous, à l'Envol, nous avions fait une proposition portant modification de certaines dispositions constitutionnelles. Et que là-dedans, nous avions prévu justement, au-delà de la question de la binationalité, nous avions prévu les retours aux 2 tours des élections présidentielles. C'est quelque chose d'essentiel parce que ceci consolide la légitimité de nos élus et fait respirer la démocratie, renforce son exercice sur le plan national. Les faiblesses enregistrées lors des dernières élections, surtout les suffrages indirects, l'élection des gouverneurs, et vice-gouverneurs, l'élection des sénateurs, par les grands électeurs. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que Envol pense? Nous pensons déjà qu'il faudrait... Il faut un suffrage direct. Il faudrait d'abord revenir au second tour pour l'élection présidentielle. Il faudrait supprimer le seuil au profit de la majorité simple. Il faudrait que les résultats soient proclamés bureau par bureau et que les candidats puissent accéder de façon facile aux résultats par le biais de leurs témoins, donc les PV du déroulement des élections bureau par bureau. Il faudrait qu'il y ait des centres de compilation locales qui puissent compiler les résultats bureau par bureau et que ce centre puisse proclamer ces résultats provisoires et que ceci puisse permettre à ce que chacun... Afficher ou proclamer? Oui, afficher, on proclame mais on affiche. L'affichage est un geste, mais il faut le proclamer et l'afficher après. Et donc, il faudrait bien que les électeurs, comme les candidats, puissent suivre pas à pas, step by step, l'évolution et des votes et des résultats pour vraiment donner moins de chances à la tricherie et à la fraude. Je ne sais pas si vous allez dépêcher des témoins dans chaque bureau de vote. Ça, c'est l'organisation des structures politiques. Bayou. La CENI doit faire son travail. Passim Bayou, s'il vous plaît. Alors, le président à Bruxelles, à notre consoeur du journal Le Soir, dit il faut que je sois jugé sur base des faits. Et le président tient à la date, au délai constitutionnel. Sur le terrain, il y a pesanteur, financement latent. Et ensuite, malgré la feuille de route, on sent qu'il y a des pesanteurs. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y aura élection à la date? Bien, d'abord, je réponds à cette question avant que je ne peux pas appeler rétorque, puisqu'il y a des choses pour lesquelles je suis aussi d'accord avec mon ami d'Envol. Mais j'ai dit tout de suite que le président de la République n'a fait que répéter ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution dit que le mandat d'un président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Comment voulez-vous qu'un garant de la bonne marche des institutions, le garant même de cette Constitution, tienne un discours à contrario de la Constitution dont il est né? Non, le président de la République ne pouvait que dire que je tiens au respect de cette date constitutionnelle. Alors, donc, ce n'est pas important de pouvoir ouvrir la porte à la polémique. La question liée au financement et tout ce qu'on raconte est une question managériale. Donc, ça n'a rien à faire avec la nécessité constitutionnelle. Alors, pour répondre à mon ami d'Envol, d'abord, je suis d'accord avec toi quand tu parles de la révision des questions liées au seuil.
puisque moi, ton compatriote qui te parle, j'ai été candidat député national dans une ville dite Lubumbashi, où je me considère jusqu'ici comme un candidat non proclamé et non un candidat malheureux. Pourquoi? Puisque regarde à cette élection législative à laquelle nous sommes partis, s'appelle proportionnel par liste. Un peu comme une course au remplissage du panier. Et pourtant, la question simple dont tu parles trouverait son pesant d'or qui a beaucoup de voix, gagne aux législatives. Je suis aussi d'accord, par exemple, que je ne veux pas citer une ville, sinon je tombe dans la prise à partie. Une ville dans ce pays a 2 communes. Mais elle a plus de sièges que la ville de Lubumbashi, qui a environ 8 millions d'habitants. C'est quand même dommage. C'est-à-dire, cette question dans la loi électorale... Voilà pourquoi nous prenons la cartographie électorale avant même... l'exercice auquel la CENI s'attelle, on se livre parce qu'il y a déjà eu un atelier sur la cartographie. Il y a déjà un atelier. Merci de nous avoir mis la salive aux lèvres. C'est vrai que Kadima est déjà en danse avec cette question sur la cartographie et autres, donc il n'y a plus de soucis, ni pour nous de la mouvance, non plus pour vous de l'opposition. Mais vous parlez du G13. Mais la démocratie, disait quelqu'un, le contradictoire, n'est-il pas le ciment qui mène à la démocratie? Il n'y a pas de démocratie sans contradictoire. C'est que je vous reproche un peu à l'envol, même à votre leader, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ça date surtout dans notre domaine pro-judiciaire. Je constate une espèce d'opiniâtreté. En ce sens que le récent débat sur l'organisation de la CENI, on a l'impression qu'Envol voulait à tout prix ce qui avait été écrit sur papier, passe comme loi électorale. Mais vous êtes, je vous imagine sincère, quand vous dites que ça sera exposé au débat. Mais c'est quoi le débat en démocratie? En plus de cela, un débat parlementaire. C'est-à-dire, c'est un travail de lecture, appréciation critique. Ce que vous avez proposé comme travail ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Ce que vous avez coulé comme idée ne doit pas passer comme un couteau dans le beurre. Ça doit passer effectivement à ces mécanismes de débat. C'est là que j'ai dit que tout ce que vous proposez ne doit pas naître comme une loi comme telle. Non, il y a des choses qui doivent être modifiées, il y a des choses qui doivent être changées, il y a effectivement des choses qui doivent être maintenues. Mais je me pose la question, est-ce que le débat sur le projet de G13 est maintenu? J'ai dit pas nécessairement. C'est un projet qui jouit de l'antériorité et donc c'est le projet qui devrait être en discuté. Démocratie, ça n'existe pas. Le débat de l'antériorité trouve son pesant d'or en droit. Non, c'est une logique simple. Si, c'est là que je dis. On ne devrait pas écarter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis que vous dites que c'est une logique simple. Effectivement, elle est simple. Mais elle ne doit pas être prise comme magister dixit. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, vous parlez de l'antériorité, là c'est un débat juridique. Mais ici, des questions sont démocratiques et politiques. C'est-à-dire, tout ce que vous proposez comme projet de loi ne doivent pas s'appliquer et être coulé par la suite comme une loi, comme un couteau qui passerait dans le beurre. Et puis, vous parlez de 2 tours. Moi, je suis d'accord aussi pour le 2 tours. Moi, je regrette du fait qu'on ait modifié ces choses en 2010. Mais on doit étudier les mécanismes faisabilitaires pour savoir... Est-ce qu'il y a du temps pour ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens? Voilà pourquoi. Pour un pays dont le processus électoral avale plus d'1 milliard, alors que le peuple attend les solutions de ces problèmes. Est-ce qu'on est dans le pragmatisme? Mais écoutez... Le peuple d'abord, on est non seulement dans le pragmatisme, on est dans la praxéologie. Et donc, praxéologiquement parlant, est-ce qu'il est important pour les élections prochaines qui nous attendent de réviser cette constitution afin de nous offrir un suffrage universel direct à 2 tours au présidentiel? Moi, je dis pas nécessairement. Pourquoi? Puisqu'on court le risque de tomber dans un fourre-tout, autant que vous présentez des besoins liés. Je conclue pour que Arlette Odia prenne parole. Il a parlé de la mise en garde, c'est quand même un propos politique. Il a parlé de la mise en garde, mais nous mettons en garde la classe politique dirigeante par rapport aux élections de 2023. Moi, je dis ceci. Vous, Envol, vous avez tenu des discours à l'occasion de la naissance de l'équipe Kadima. L'équipe Kadima nous a pris combien de temps? Les églises qui sont entrées en danse nous ont pris combien de temps? Ça nous a pris 6 mois de retard. Et donc, quand vous dites la mise en garde, sur le plan politique, nous sommes à l'époque de partis politiques de masse. Donc, vous devez vous rassurer que la mise en garde, vous l'adressez à qui?
vous l'adressez aux parlementaires, puisque votre président national du parti est aussi parlementaire. Le discours à lui est un discours de démocratie parlementaire, a priori. Donc quand la mise en garde, vous l'invoquez, c'est une question des rues, et il faut savoir que, attention, ça doit être, ça provoque toujours un effet boomerang. Merci, Passy. Arlette, vous ramassez pratiquement, vous avez suivi tous les questionnements. Je ne vais pas me répéter quand même. Voilà. Je vous ai vu prendre note. Oui, j'ai sérieusement pris note parce que je dois rencontrer mes contradicteurs, mais en commençant par votre question. Votre question était de savoir si les priorités que se fixe l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous en pensons? Chez nous, c'est que nous pensons d'abord qu'il y a d'une part du verbiage et de la logorée, tout simplement. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a assisté plusieurs fois à des dirigeants qui formulent des promesses et ne les respectent pas. Il assiste encore au fait que on vous dit vouloir organiser des bonnes élections et à date, sans favoriser en fait les conditions pour nous amener vers ces bonnes élections. C'est ainsi que je dis, d'une part, ça nous inspire du verbiage et de la logorée qui de plus en plus déçoit l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous pensez que les élections, c'est l'affaire de l'opinion internationale? Elle accompagne toujours. C'est pas pour autant que c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y a de communiqués, elle s'intéresse aussi à ça. Nous avons commencé cette émission en évoquant notamment les décisions prises par le département américain. Oui, ça, mais clair. Il s'agit du financement du soi-disant terrorisme, je ne sais pas, voilà, soi-disant terrorisme. J'étais en train de vous dire que les priorités de l'Assemblée nationale semblent ne pas être celles du peuple congolais. Vous les avez citées. En aucun moment, pour notre part, nous avons vu que sont prévues des dispositions qui aillent dans le sens d'améliorer les social des Congolais. Votre question de relance avait été celle de dire est-ce que les élections seulement, c'est ce qui vaut pour la République? Mais non, il faut aussi améliorer les conditions des vies des populations congolaises. C'est ainsi qu'on aurait voulu. C'est ainsi qu'on aurait voulu. D'abord ou les élections d'abord? J'ai aimé votre question. J'ai aimé votre question. Oui. C'est ainsi que j'exprime ce regret de constater avec tout le monde que des dispositions pratiques n'ont pas été prises ou annoncées par l'Assemblée nationale tendant à améliorer les sociales des Congolais. Qu'est-ce qu'on aurait voulu voir, par exemple, que soient programmées des réformes dans le secteur économique? Aujourd'hui, la flambée des prix, elle n'est plus à décrire. Tout celui qui s'en va au marché rentre avec des choses qu'il n'avait pas prévues. Tout le monde le sait. Il y a l'annonce qu'il y aura difficile à s'approvisionner en carburant pour se déplacer. Ce sont des problèmes. Vous avez suivi le ministre des Hydrocarbures. Pourquoi vous spéculez? Non, il n'est pas question de spéculer. Il n'y a pas de queue dans les stations ou devant les stations. Il ne faut pas dédouaner l'Assemblée nationale de sa responsabilité à défendre l'intérêt du peuple. C'est ce que je veux vous faire. Je suis en train de vous faire remarquer. L'accent est beaucoup plus mis sur les élections, mais encore de manière à ne pas garantir des bonnes élections dans notre pays. On parle des réformes, mais ce sera dans quelles conditions? Vous avez vu de quelle manière les animateurs de la CENI ont été mis à la tête de cette institution, sans tenir compte malheureusement de ce que dit Maître Mbayo, l'avantage du contradictoire. Le barreau n'est pas engagé ici, ni représenté autour de cette table. Il a raison. Non, votre maîtrise, tout ça, vous gardez là-bas. Ici, le barreau n'est pas représenté. Je vous mets à l'aise. Je vous mets à l'aise. Merci. Avec M. Mbayo, qui est revenu sur l'importance du contradictoire, vous avez vu de quelle manière, n'est-ce pas, les animateurs de la CENI avaient été mis en place. Ça déchirait la classe politique, si bien qu'on s'interroge s'ils sauront encore se mettre ensemble pour harmoniser par rapport aux réformes, amener un meilleur, en tout cas un processus électoral qui soit meilleur que celui d'avant. C'est tout cela nos préoccupations. Il faut d'abord favoriser ce climat d'entente entre les uns et les autres. Vous avez entendu mon contradicteur Bayo vous dire, à son entame, lorsqu'il commençait, lorsqu'il parlait de la santé du président de la République, qui inquiète tous les Congolais, qui a inquiété tous les Congolais, et tous les Congolais voudraient bien lui voir en forme pour présider à la destinée du pays. Mais vous avez vu comment il est en train de vous dire qu'il y en a qui ont souhaité sa mort. Un peu comme pour diviser le Congolais. Sinon, c'est un mensonge. Nous constatons
ensemble que cette division est en train de mener ses racines, d'enterrer ses racines, si bien qu'elle ne va pas. Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Mais justement, je suis dans le sujet. Alors, pour le vous, sujet, c'est les lui des réformes électorales ne sont pas prioritaires. Bien sûr qu'elles sont prioritaires, mais elles doivent être précédées par un climat qui va favoriser le débat contradictoire pour nous amener à des bonnes élections. C'est ce que je voulais vous dire. Le climat est-il malsain, Arlette Odia? Absolument qu'il est malsain. Nous sommes d'abord dans un contexte où on veut vous faire voir que la destinée de tout un pays est entre les mains simplement des élus nationaux. Ce qui est tout à fait faux. Pourquoi? Parce que les élus sont pas seulement la représentation du peuple congolais, mais aussi la représentation des familles politiques. Il y a... Vous contredisez, Odia, s'il te plaît. Attendez. Mais aussi la représentation des familles politiques. Il est des questions. La proposition de loi Tchani n'est pas inscrite au calendrier de cette session dans les deux chambres. Est-ce qu'on n'a pas évité quand même des remous ou un déchirement? Est-ce que ça n'a pas été le rejet de cette proposition de loi? Est-ce que ce n'est pas une bonne décision quand même? Mais pas du tout. Cette loi ne pouvait pas se retrouver au débat parce que tout le monde sait qu'elle est anticonstitutionnelle. Comment voulez-vous que les députés travaillent pour quelque chose qui finirait par être en contradiction avec la Constitution jusqu'à mener? Si vous avez évité de la faire fixer, c'est tout simplement pour éviter des frustrations au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas au sein de la classe politique dans son ensemble, parce que vous savez, les personnes qui sont ciblées par cette loi, et n'est pas la prévoir, pour nous, ça n'apporte rien à ramener les acteurs politiques ensemble, peut-être au niveau de l'Union sacrée. Nous parlons Congo. Nicolas et pour Lenga nous, Congo, c'est que les réformes en profondeur et même Passimbayo a vraiment relayé ce discours, l'a encouragé, des réformes en profondeur. Vous n'en faites pas allusion là? Si, nous en faisons allusion, l'élection, mais tout en marquant... Le vote par les grands électeurs, c'est le vote, semble-t-il, le plus dangereux, parce que assis sur la corruption, semble-t-il. Et aussi, vous voyez les faiblesses avec tout ce qu'il y a eu comme irrégularité et faiblesse du dernier processus électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il prône des réformes en profondeur, il ne faut plus aller dans les réformettes. Je vous réponds en rappelant les circonstances des élections de 2018. Chacun des candidats, que ce soit député ou président de la République, était sorti de son bureau de vote en mentionnant les irrégularités et les failles au processus électoral. C'est-à-dire qu'il est un besoin pour tous les Congolais que ce processus soit révisé et qu'il y ait de grandes réformes qui vont s'adapter aux réalités congolaises. Comment allez-vous faire? Mais le bémol que nous apportons, c'est que le Parlement qu'il soit sous pression et qu'il puisse mettre l'accent sur toutes ces réformes. Comment allez-vous procéder? Vous n'avez pas le pouvoir de la rue? Mais le problème n'est pas celui-là. J'ai toujours dit que l'opposition ne devrait pas fonctionner aujourd'hui comme elle a fonctionné hier. De même pour la société civile. Hier, c'était les casses, hier, c'était des véhicules qui étaient brûlés. Aujourd'hui, c'est la réflexion et c'est le débat. Hier, c'était de la diabolisation, de la victimisation. Voilà Kabila et ceci, voilà Mobutu et c'est là. Mais aujourd'hui, c'est les discussions où on dit voilà Kabila, Tshisekedi, voilà que Tshisekedi a fait ceci ou n'a pas fait cela, a dit ceci ou n'a pas dit cela. C'est ça le débat dont a besoin la République démocratique du Congo. Nous sommes tout à fait d'accord, surtout en tant que population, qu'il y ait des réformes, mais pour que ces réformes soient correctement menées, il faudrait un climat apaisé, un climat politique favorable au débat sur ces réformes. Et autour de cette table, avant de monter ici, il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de contraintes, donc le climat est apaisé, même si la ville c'est calme. Alors, Fumutoto, Arlette Odia pense qu'on doit quitter le verbiage, les discours solennels ou de cérémonies de rentrée solennelle. Il faut aller vers au-delà des réformes électorales. Le peuple ne s'est pas retrouvé. Union sacrée, vous risquez de présenter un bilan quand même avec beaucoup de soucis. Est-ce que vous êtes interpellé par ce qu'elle dit? J'ai toujours conseillé à Mme Arlette Odia, que j'aime bien,
de récupérer son mariage avec les droits et les Sciences Po. Je vous ai aussi toujours répondu que sur les plateaux, on ne vient pas défendre nos connaissances, on vient plutôt défendre les idées que nous avons pour trouver la solution au problème des Congolais. Est-ce que je peux parler? Je vous ai répondu, c'est une question directe. Ce sera mon tour de parler. Quand ce sera en train de parler, vous allez me dire... Allez-y. Madame Arlette Verbiage, je comprends que vous n'étiez pas au Congo, vous avez l'habitude de voyager. Je comprends que vous n'avez pas suivi le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Je vous dis seulement ce qu'il a dit. 1. Il faut des réformes dans les secteurs de loi qui doivent impacter la vie sociale des Congolais. Vous dites que c'est le verbiage. Je vous répondrai. S'il vous plaît, notez. Le contrôle parlementaire chaque mercredi, ce n'est pas un acharnement sur les membres du gouvernement, mais les députés doivent s'y assumer. Au Sénat, l'émanation des provinces, Batulukobo dit, les budgets ne doivent pas rester un simple rituel annuel, il doit impacter sur la vie des Congolais. Merci beaucoup. Je voulais commencer par la chambre basse. En tant qu'économiste. Voilà. Et le professeur Bati a martelé son discours du début jusqu'à la fin que sur tout ce qu'il y aura comme réforme, en ayant trait avec les sociétés du peuple congolais. Elle crée des mots dans les dictionnaires. Elle devient un nouveau dictionnaire, dit c'est du verbiage parce que rien n'a trait avec la situation du peuple. S'il vous plaît, toute souveraineté repose au peuple. Article 5 de la Constitution. Tout pouvoir émane du peuple. Et Mme Arlette dit, le salut d'un peuple n'est pas entre les mains des élus. Mais c'est faux ce que vous dites. Parce que l'alliance qui suit dit, cette souveraineté, ce pouvoir qui émane par le peuple, il exerce, lui le patron, par référendum, par élection ou par ses dirigeants. Et qu'il n'y a pas une législature où ce ne sont pas des élus qui constituent le destin d'un peuple. C'est où? Alors, montrez-moi. Le président de la République est absent, les députés absents, même le gouvernement composé est toujours ici de l'élection du peuple. Nous quittons les nuages. Non, suis en train de les éditoriums de Sciences Po et de droit. Nous revenons autour de cette... donc, sur ce plateau. S'il vous plaît. Des voix s'élèvent, des analystes et des experts pour conseiller au chef d'État de consolider ce qu'ils appellent la majorité présidentielle, car la majorité parlementaire, là, sans beaucoup de fondements, est un danger pour lui. Qu'en pensez-vous? La chance de l'opposition était liée au fait qu'il y avait un problème de communication au niveau de l'Union sacrée, que ce problème était déjà corrigé. Nous sommes en train de présenter aux Congolais les réalisations en termes d'acquis de l'autorité du président de la République. Et comme ils pensaient que ce qu'il n'a rien fait, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas le reconnaître ou qu'ils ne le savaient pas, et que nous le ferons, nous voulons consolider les dés. Et la majorité présidentielle, c'est-à-dire le suffrage universel du peuple congolais, à plus de 50% sur le président Tshisekedi, et la majorité parlementaire. Nous aurons des élus nationaux, plus que la moitié, et nous aurons la possibilité de réélire le président Tshisekedi, parce que nous avons un bilan que nous devons bien préparer. Est-ce que cette majorité restera impacte? Cette majorité, même si le maître nageur n'est plus là, on ne sait pas quand il reviendra de Londres, et pour occuper quel poste encore. Alors, est-ce que cette majorité restera compacte quand certains n'ont pas retrouvé leur moussouni dans les entreprises publiques, quand certains n'ont pas eu vraiment ce qu'il faut pour satisfaire la base qui est dans la souffrance? Dans la sous-région, le président pouvait la possibilité de s'entendre avec les autres dans une diplomatie humanitaire proactive sans des coups de balle. Et au sein de l'Union sacrée, le président est capable de nous calmer et de nous montrer que d'abord le Congo et non d'abord les postes. Et nous savons consciemment que tous nous n'aurons pas les postes pendant les 2 mois, 2 ans qui restent. Nous le savons. S'il vous plaît, je termine. Alors maintenant, je voudrais dire à Alexis. Nicolas, oui. Alexis Lenga. Non, Nicolas Lenga. Bon, tu sais, avec les noms des étrangers, je maîtrise. Lenga, mon frère. Vous avez la manie aujourd'hui de dire que tout ce qui arrive au pays, c'est ça qu'on l'avait dit. Mais je vous rappelle que vous dites que la loi électorale, la loi sur la CENI, est une réformette. Ce n'était pas une réforme. Mais lorsqu'on a fait le débat général, ensuite, délibération, article par article et commission consort, aucune fraction ni groupe parlementaire de l'opposition n'a quitté la salle, non plus votre parti politique. Et vous avez accepté la réformette à la fin et vous ne quitterez l'Union sacrée que lorsqu'il sera question des animateurs
et non des institutions. Merci Mfumutoto. Vous n'avez Nicolas Lenga, au-delà du financement des élections, au-delà des réformes attendues, au-delà justement du ventre du peuple qui attend encore la matérialisation, surtout à travers les 145 territoires. Ouais, le projet de développement. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi sceptique comme beaucoup qu'au-delà de la volonté politique affichée par le président de la République, par les institutions du pays, il n'y aura pas élection? Beaucoup n'hésitent plus, ils ne le disent plus au conditionnel, beaucoup maintenant affirment qu'il n'y aura pas élection. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ma réponse aura 3 tableaux. La question strictement électorale, la question du social et un peu la réponse à la pique de mon ami Fumutoto. Je commence par le plus important, la question électorale. Le ministre des Finances nous dit que les caisses de l'État tournent très bien, que l'économie est plutôt au beau fixe, que tout va bien, bref, que vraiment on est dans les meilleurs du monde. Quelque part, M. Kadima dit n'avoir rien perçu du gouvernement pour la question électorale. De l'autre côté, le ministre des Finances dit avoir débloqué, si ma mémoire est bonne, 30 millions pour la question électorale. Entre les ministères des Finances et la CENI, on se demande à quel niveau ces 30 millions se sont perdus en chemin. Au-delà de cela, si le gouvernement se porte bien et que le gouvernement est prêt à financer les élections, nous nous posons la question de pourquoi le chef de l'État en appelle à la communauté internationale à un appui financier aux élections. Le Kabila que M. Tshisekedi a combattu a quand même organisé les élections sous fonds propres en 2018. C'est un mensonge. Ceci... Je vais réagir. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Merci bien, allez-y. Ceci nous met un peu dans un embarras. En 2018, celui qui était passé pour le pire des diables a quand même organisé les élections sous fonds propres. Aujourd'hui, que les caisses tournent à merveille, on a quand même besoin du financement de la communauté internationale. Cette question, nous voulons trouver des réponses à cela. On nous parle du coût exorbitant du 2 tours pour ces élections. Que fausseté. Vous savez qu'en 2006, nous avons eu des élections à 2 tours. Les élections de 2006 nous ont coûté beaucoup moins cher que les élections de 2018 à 1 tour. Donc, la question des finances n'est pas la vraie question. Les candidats veulent, en tout cas pour certains, veulent contourner cette question du 2 tours pour pouvoir asseoir une bonne fraude, une bonne tricherie à 1 tour. Et ceci doit être corrigé. Parlant maintenant du social. Vous avez posé la question de savoir le peuple d'abord ou les élections d'abord. Mon ami de l'UDPS ici a dit « Ah oui, il faut d'abord s'occuper du social. » Mais c'est d'une irresponsabilité déroutante. Monsieur Tshisekedi a perdu 3 ans et a fait perdre aux Congolais 3 ans dans la tergiversation pour qu'aujourd'hui, à la veille des élections, puisse se poser la question de la priorité entre le social et les élections. C'est d'abord irresponsable, mais c'est surtout dangereusement malhonnête. Nous pensons que là, l'heure est aux élections comme priorité des priorités et que dans le bilan de M. Tshisekedi... On doit abandonner le programme de laissez-moi 45 territoires. Laissez-moi finir. Nous sommes dans une année préélectorale. Et donc, nous devons mettre le moteur double pour la question électorale. Ceci n'est pas incompatible aux autres questions qui touchent la nation. Mais nous devons faire remarquer à ceux qui nous suivent que lorsque dans 3 ans, on a été incapable de se pencher sur la question du social, on ne le fera pas en 1 année et demie, sachant très bien que l'année 2023 est une année électorale et que l'année 2023 est une année préélectorale. Maintenant, mon ami Fumutoto a parlé, il a fait allusion au discours du président du Sénat qui a parlé du social, etc. C'est une honte que le président du Sénat se réveille d'un profond sommeil aujourd'hui. C'est un discours qui aurait dû se faire depuis l'année passée, par exemple, ou les années qui ont suivi en tant que leader politique. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, je vais finir par la pique de mon ami et frère Mfumutoto qui dit le président Sesanga
a le péché de toujours avoir une longueur d'avance dans sa vision et qu'il prédit tout et finalement on lui donne raison. Mais il a quitté l'union nationale, l'union sacrée pour le débat autour des individus. Non, il a cité. Alors, s'il vous plaît, moi, nous, on n'est pas ici pour faire le plus Laissez-moi Bayo, vous avez la parole. Je dis que d'abord, la question sur les 30 millions dont parle Nicolas Lenga, c'est une question dépassée. Nicolas a fait sa sortie médiatique. On a retrouvé les 30 millions. C'est cela que je dis. Nous en avons débattu sur cette question. Il sait, lui, très bien que si moi je suis à une banque quelconque, je lui transfère l'argent, ce n'est pas en quelques minutes qu'il reçoit l'argent dans son compte bancaire qui est une autre banque quelconque. Donc il ne faudra pas venir pour des raisons politiques tenir un discours quelque peu désorienté. C'est malhonnête pour retourner ce mot qui sort de sa bouche. C'est un autre mensonge de dire à l'opinion que les élections de 2018 ont été organisées sur fonds propres. Écoutez, votre président national était avec nous en 2018 en train de battre campagne pour Félix Tshisekedi. Lui était avec Kabila. Eux-mêmes, ils ont prouvé à la face du monde que voici l'enveloppe que nous avons, mais nous avons besoin d'un soutien subséquent de la communauté internationale. C'est ainsi que 35% sont venus de l'étranger. Donc il faut savoir le dire à la population. Et puis dire, bon, à un seul tour, il y aura de la tricherie. Alors nous avons triché avec vous, puisque vous avez battu campagne pour Fachi. Et c'était en pompe à Luisa, par exemple. Sans citer ceux qui étaient en dehors de Luisa dans d'autres provinces. J'ai dit tout de suite que Félix Tshisekedi n'avait ni armée, ni droit de citer dans la CNI, si ce n'est que sa simple candidature. Eh bien, il a gagné aux élections de 2018. Donc aujourd'hui, tenir un discours dans ce sens-là, c'est que vous voulez remettre en cause le oui d'hier qui venait de vous. Alors, pour parler de l'argent des élections, et puis parler du réveil de Matata Pogno. Voilà, sans encore revenir aux individus, il fait ressortir un aspect. Et ça peut élever le débat. Je lui ai dit... Chile Gelou a montré ses limites. Quoi encore? Je dis que pour Chile Gelou, c'est un mensonge. 100 jours, hein, c'est 100 jours. Non? Les 100 jours. Vous n'êtes pas chroniqueur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes un journaliste de taille. Vous ne pouvez pas prendre la question des Mais il dit que ce n'est pas maintenant une priorité aux élections. Il dit priorité aux élections. Je dois répondre. Je dis que la gestion d'un pays, elle est totale et globalisante. Autrement dit, tout est prioritaire. Donc on ne peut pas venir ici, laissez-moi vous dire. Finalement, j'ai dit et je répète que tout est prioritaire. Pourquoi? À la seule différence, c'est que dans la gestion, on établit les choses selon l'ordre d'arrivée à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, Foumonto, tu as raison de rappeler des questions pédagogiques ici. Alors, j'ai dit tout de suite que l'argent des élections, le président de la République, et c'est un péché qu'il ait postulé une subvention internationale. Non. En 2006, toutes les élections ont été financées par l'étranger, nos partenaires. 2011, de même. Ce n'est qu'en 2018 que le régime de Kabila a estimé qu'il pouvait avancer avec son enveloppe et que par la suite, il y aurait une enveloppe subséquente. Mais pourquoi quand Félix Tshisekedi le fait pour satisfaire votre inquiétude à vouloir à tout prix voir des élections en 2023, vous voulez cette fois-là tirer à boulet rouge? Non, c'est vouloir quelque chose de son contraire. Et surtout que ça ne constitue pas un péché. Vous parlez de Bahati Lukwebo. Mais Bahati Lukwebo est un président du Sénat en cours. C'est lui qui a remplacé Thabo Mwamba. Lorsque vous prenez le premier discours de Bahati Lukwebo et le deuxième discours, ça fait 2 discours. Il n'est revenu que sur le social. Écoutez, moi je suis sociodémocrate et j'en suis fier. On ne peut pas gouverner un pays, même si les élections, c'est une question qui va nous ouvrir la porte au ciel. On ne peut pas gouverner un pays sans penser une seule minute à la question liée au social. Donc il n'y a pas malhonnêteté quand on revient sur la nécessité sociale d'un peuple. Donnez-moi une seconde pour conclure, puisque sinon Arlette va se sentir regaillardie. Tout à l'heure, regardez comment Foumonto te ramasse le verbiage. Mais moi je ramasse le mot logoré.
Écoutez Arlette, quand on est société civile dans un monde pluriel des sociétés civiles comme le nôtre, ne vous pavanez pas de penser que ce que vous dites là est une parole d'évangile. Non. Je dis que c'est un mensonge de parler des prix. Pourquoi? Puisque moi je suis pour que le ministre de l'économie soit entendu au Parlement, ça fait partie de l'exercice des droits parlementaires, c'est leur droit. Mais quant à dire qu'il y a flambé de prix, je vous pose la question. Et une flambée de prix par rapport au dernier prix que nous avons décrié. Et puis, merci. C'est dommage que le journaliste lui-même, Lumbala, je cite, vienne vous rappeler à l'ordre en disant que le ministre des hydrocarbures a parlé. Par rapport à l'entente politique dont elle parle. On est en démocratie. La démocratie ouvre la porte au contradictoire. Merci, Mbaye. Si déjà Tshisekedi a des problèmes, avec des problèmes discals, les uns sont pour, les autres sont contre. Mais vous pensez que c'est sur la question de l'entente électorale que les gens seront d'accord? Arlette, apparemment, en attendant ces réformes qui doivent venir du Parlement pendant cette session ordinaire, on doit planter un décor pour une harmonie, l'entente. Donc, il faut un dialogue. C'est ce que je glisser, pense. Pour glisser. C'est ce que je pense, non pas pour glisser, mais pour bien présenter les choses en vue de nous amener à des bonnes élections en 2023. J'avais déjà rappelé ici que nous avons tous des reproches à formuler à notre processus électoral. Il faudrait que soient fournis des efforts par les uns et par les autres pour que ces bonnes réformes soient adaptées à notre processus électoral. Mais je voudrais encore revenir à la question du social, tout en rassurant mon frère Mbayo, tout en rassurant M. Fumutoto, que vous êtes en face d'une société civile qui n'est pas contre le président de la République et sa majorité. Attendez, c'est elle qui a la parole. Vous êtes en face d'une société civile. Vous êtes en face d'une société civile qui est exigeante envers le président de la République et sa majorité. Laissez-la parler. Peu importe. Répondez aux revendications qui vous sont formulées. Vous dites que des prévisions, que des dispositions sont prises pour améliorer les conditions sociales des Congolais. À titre d'exemple, l'interpellation du ministre de l'économie. Mais avant l'interpellation, vous êtes pour, ça je salue. Mais quelles sont les propositions, les projets de réformes qui ont été adoptés? Vous oubliez que l'Assemblée nationale revient des vacances parlementaires, mais ce sont lesquelles? Vous n'allez pas demander ou permettre à l'Assemblée nationale de ne pas faire des propositions et de chaque fois nous surprendre, parce que c'est ce que vous voulez. Donc il suffit que le bureau de l'Assemblée dise qu'au courant de la session, nous prendrons des dispositions pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais, sans vous dire préalablement lesquelles. C'est ça que nous ne voulons pas. Et c'est ce qui nous amène à dire que c'est du verbiage, de la logorée. Absence totale des dispositions prises pour l'amélioration des conditions positive, par moment, on est très dérangé. Quand la femme, vous la laissez dans son propre moi, vous la laissez comment parler. elle supporte l'autocontradiction? Vous pouvez la laisser parler. L'autocontradictoire. Vous la laissez elle s'améliore. Pour revenir à la question d'ordre électoral. Oui. Mais je vais répondre. Pourquoi les gens sont aujourd'hui dubitatifs? Et vous avez même dit qu'ils sont en train d'affirmer, des milliers de Congolais, qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Parce que nous êtes de ceux-là? Je suis en train de vous expliquer pourquoi ceux-là pensent de cette manière. C'est parce qu'ils partent sur la base des faits. Je vous donne l'exemple de l'élection des gouverneurs des provinces. C'est depuis le mois de novembre qu'il a été dit par la CENI qu'elle organiserait ces élections. Nous sommes partis de novembre à décembre, de décembre à janvier, de janvier à mars, de mars à avril et ensuite d'avril à mai. Concrétisez-moi sur ces faits, c'est là qu'on va vous comprendre. Je conclus en vous disant qu'il n'y a pas question de manque d'argent pour la tenue des élections. Souvenez-vous qu'entre 2005 et 2006, le régime du président Kabila, avec la classe politique de l'époque, a 3 fois amené la population aux urnes. En mai 2005, attendez, en mai 2005, pour le vote du référendum, en février 2006, pour voter la Constitution, attendez, c'est toujours amener la population aux urnes. En février 2006, pour le vote de la loi de la Constitution, et finalement, en juillet 2006 de la même année, pour le vote de ces dirigeants. Qui avait donné peu importe, mais au moins en une année,
ce régime et la classe politique de l'époque nous a amenés aux élections sans poser le problème de financement. Il ne faut pas aujourd'hui évoquer la question de financement. D'ailleurs, laissez-moi encore conclure en vous disant que la question d'élection ne devait pas être passée en priorité à ce jour. Pourquoi elle passe en priorité? Parce que vous êtes incapable de répondre aux besoins prioritaires de la population congolaise. Exigeante, bien sûr. Nous sommes en train de l'exiger parce qu'on a voté sous la pluie. Odia, on a voté sous la pluie pour vous donner un mandat. Aujourd'hui, vous devrez donner la solution aux problèmes prioritaires de la population congolaise. C'est vraiment auto-contradictoire. Voilà. Merci Passim Bayo, Nicolas Lenga, Arlette Odia, Infumontoto. Voyons voir cette session ordinaire. Pourquoi ça va? Alors tu as vraiment joué à la masculinité positive puisque c'est Odia qui a conclu dans l'auto-contradiction ostentatoire. Et puis je souligne que Madame Odia n'est pas la société civile. Merci beaucoup. Voilà. C'est une personne morale, mais elle est une personne physique. Nous allons d'abord passer l'ensemble vide cette session et suivre cette session avec beaucoup d'intérêt, le contrôle parlementaire, la législation, surtout en termes de réformes, et également justement d'autres tâches, surtout les suivis du budget. Qui fait le suivi? C'est le Sénat, de l'application du budget. Le Sénat, l'Assemblée nationale accompagne bien les institutions. Merci, à très bientôt pour un autre débat. Si vous ne rentrez pas au Wantachi, nous vous aurons vendredi prochain. Pas de souci.